Donc, dans cette première partie, nous allons voir un exposé ou une vue d'ensemble de Spring Boot et voir comment est-ce qu'on met en place l'environnement pour développer des API ou bien des microservices. Bon, qu'est-ce que Spring Boot? Spring Boot, c'est une standardisation donc, qui provient de Spring MVC. Spring MVC date de 2003, si je ne me trompe pas. Et c'est à partir de 2014 que Spring Boot a été proposé. Donc, c'est dû à plusieurs inconvénients que l'on rencontrait avec Spring MVC, notamment la configuration, beaucoup de fichiers XML, et vraiment, ce n'était pas simple. Et Spring Boot, c'est l'un des principaux, donc, c'est un framework de développement Java qui est proposé donc pour la standardisation des microservices. Donc, pour les microservices, nous l'avons vu dans le cours d'architecture des applications, d'architecture, de génie architecture logicielle. Donc, c'est un style architectural à partir duquel donc, vous avez un ensemble d'applications ou une application même qui est décomposée en plusieurs processus indépendants. Et donc, ces processus sont faiblement couplés, donc ont peu de dépendance et sont spécialisés sur une tâche. Et souvent, on emploie des API REST pour relier chaque microservice avec les autres et aussi pour exposer les services qui sont offerts par le microservice. Donc, l'un des principaux objectifs de Spring Boot, c'est de fournir un écosystème de bibliothèques, etc., et de normes à tous les développeurs et qui utilisent donc les méthodologies des microservices. Donc, les microservices aussi constituent un style architectural très à la mode. Et souvent, après le développement, on déploie ces microservices. Et donc, ces microservices, souvent, ce que l'on fait, après le normalement, peut-être vous verrez dans le cours de virtualisation, on les déploie dans des conteneurs. Et là-bas, bon, il y a une utilisation donc, qui correspond au développement technologique du moment que vous verrez peut-être, nous en parlera peut-être dans le cours. Donc, Spring Boot permet la création d'API de services. Et justement, c'est l'objectif pour lequel nous allons l'utiliser dans le cours. Spring Boot va nous permettre de créer une API avec notamment ici donc plusieurs services pour manipuler une base de données pour le moment. Donc dans la partie métier, donc nous ne faisons pas beaucoup de choses. Donc vous allez voir après dans le contenu. Donc Spring Boot aussi, pour le comment, il est composé de librairies. Et c'est ce qu'on appelle des starters et c'est justement la force de Spring Boot. Donc il y a Maven ou Gradle derrière qui permet de déclarer les starters. Vous n'avez qu'à les déclarer. Et ensuite, une fois que vous allez donc créer votre projet ou et initialiser les choses, etc., il va s'occuper de télécharger l'ensemble des dépendances qui sont nécessaires et les installer. Donc, il y a un ensemble de librairies, c'est tout. Et ici, l'avantage, c'est que vous n'avez que les librairies dont vous avez besoin. Quand vous ne listez pas une librairie au niveau des starters, au niveau du fichier POM, vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Et s'il y a des dépendances, même des fois, il faut s'en occuper. Donc, Spring Boot embarque le strict nécessaire pour se connecter à toutes les bases de données, sécuriser votre API, créer des services web ou encore distribuer la configuration entre les microservices, etc. Vraiment comme, comme le slide là le rapporte, il est composé des librairies dont vous avez besoin et c'est tout. Voilà. Et quand vous créez votre projet, vous dites simplement quels sont les librairies dont vous avez besoin. Par la suite aussi, vous pouvez toujours aller dans le fichier POM et rajouter d'autres dépendances. Donc, c'est aussi l'un des seuls frameworks Java qui intègre facilement et simplement, qui s'intègre facilement et simplement dans une architecture microservice. Voilà. Et donc, qui est aussi très utilisé. Vous pouvez aussi le voir comment l'utiliser. Dans Java, avec Jakarta, il y a aussi micro-profile. Vous pouvez aussi regarder.
Maintenant, donc, si vous voulez créer une API web rapidement, librement et simplement, donc Spring Boot est vraiment votre meilleur ami. Et le développement avec Spring Boot est vraiment très, très simple par rapport à ce que nous avons vu avec les servlets, les GSP, les GSF. Vraiment, Spring Boot est relativement simple. Donc, auparavant, c'est Spring MVC que l'on utilisait et donc qui était l'un des premiers frameworks Spring, donc basé sur l'API servlet de Jakarta EE, notamment avec les dispatching servlets, etc., et qui permettent de simplifier le développement d'applications. Mais malheureusement, il y avait trop de dépendances à générer et aussi beaucoup de configurations à faire. Et même les configurations, c'est ce qu'on a essayé de simplifier de plus en plus dans le développement avec Jakarta EE. Vous avez vu dans les années 2000 et quelques, il y avait beaucoup de configurations, surtout XML à faire. Donc ça, c'est simplifié par l'intermédiaire des annotations, etc. et progressivement. Donc pour éviter les problèmes de Spring MVC, donc Spring Boot a été proposé à partir de 2014 et notamment Spring Boot propose deux choses qui sont assez révolutionnaires, notamment les démarreurs que l'on appelle les starters. Vous allez voir quand nous allons créer le projet avec Spring Initializer ou bien bon, même dans Eclipse. Donc ce sont des dépendances qui contiennent donc un paquet de dépendances voilà, qui permettent de réaliser une certaine fonctionnalité, une catégorie de fonctionnalités qui sont attendues au niveau de l'application. Et ainsi, le développeur n'a plus besoin de gérer lui-même les problèmes d'incompatibilité de version, etc. Et ensuite, vous avez aussi l'autoconfiguration. Et là, au lieu de faire plein de configurations XML comme avec Spring MVC, donc avec simplement une annotation ou même, voilà, par défaut, Spring Boot va configurer le projet à partir des dépendances que vous avez spécifiées auparavant. Et vous n'avez plus beaucoup de tracasseries voilà, de ce point de vue. Maintenant, voici un exemple. Nous allons voir en détail tout à l'heure, après avoir créé le premier projet. Donc, pour créer donc ici, voilà, vous avez le dépendant, le start web ici, qui est obligatoire quand vous créez un projet web. Et en général, à chaque fois que vous avez une dépendance, les démarreurs là, au niveau de artefact, c'est toujours spring-boot-starter-maintenant. Voilà le nom donc du starter, soit web, DevTools, etc. Donc là aussi, nous allons voir. Peut-être si vous identifiez l'ensemble de vos starters dès le début du projet, vous n'aurez pas besoin d'aller dans le fichier com.xml pour mettre voilà cette partie-là. Voilà, donc par exemple, la dépendance Spring Boot Starter permet de créer un projet web. Et le plus intéressant, vous vous souvenez, quand nous avons voulu faire du développement avec Jakarta EE, nous avons été obligés d'installer donc un serveur d'application, notamment Apache Tomcat ou bien Glassfish. Ici, ce n'est pas la peine. Quand vous travaillez avec Spring Boot, puisque ce sont des microservices, et ça, c'est ça l'intérêt des microservices, le microservice il embarque lui-même son conteneur, son serveur d'application. Donc, vous n'avez même pas besoin d'installer Apache Tomcat. Vous l'aurez automatiquement. Et Spring Framework et Spring MVC aussi, vous avez aussi des validateurs, Jackson pour les données sous format JSON, etc. Donc, quand vous créez l'application avec Spring Boot, vous avez automatiquement votre serveur Apache. Et donc, il y a aussi quelques apports de Spring Boot au niveau du développement. Donc, Spring. Voilà. Spring Boot a permis de supprimer toutes les configurations XML. Et à la place, vous avez des annotations. Et justement, nous allons voir l'essentiel des annotations, mais il faut vous dire aussi qu'il y a d'autres annotations. Je vous présente juste ici les annotations que nous utilisons et peut-être... voilà. Vous pouvez aussi vous référer au cours de Spring Boot de l'année dernière. Là-bas aussi, vous verrez. Parce que là-bas aussi, bon, j'avais développé la partie vue de Spring Boot avec TeamLeaf. Il y a aussi d'autres applicatifs. Parce que là-bas, bon, l'objectif n'était pas d'utiliser Spring Boot avec une partie front, mais Spring Boot, donc avec un framework front-end, pardon, mais Spring Boot en l'utilisant entièrement avec ses propres vues, avec TeamLeaf.
Donc, il y a aussi, comme apport, nous l'avons vu tout à l'heure, la standardisation pour les microservices. Donc, l'un des principaux objectifs de Spring Boot, c'est de fournir un écosystème unifié de bibliothèques et de normes donc, voilà, qui utilisent donc les microservices. Et ensuite, donc, vous avez aussi un serveur intégré pour le développement. Donc, vous avez toujours un serveur Tomcat, donc avec le jar compilé et qui utilise soit Maven ou Gradle, selon bon, la spécification que vous avez donnée en créant votre projet. Donc, vous avez aussi le cloud support. Donc, Spring Boot fournit un support cloud pour la configuration, les outils, les clients. C'est aussi adapté pour la prise en charge de bibliothèques tierces. Notamment, bon, le support de bibliothèques open source comme Netflix, les bases de NoSQL, le cache distribué, tout ça sont des concepts que vous pouvez voir après. Et pour les technologies supportées, il y a les technologies noyaux comme Spring Security, vous avez aussi JTA, vous avez Spring Cache, Spring Session. Du point de vue web, vous avez Spring MVC, Xerxes, Mobile, HTOS, etc. Pour les moteurs, vous avez aussi des moteurs de template qui permettent bon, de rester sur Spring et de développer la partie vue comme TeamLeaf. Si vous regardez le tour, la version du cours de l'année dernière, vous avez Moustache, Groovy, FreeMaker, qui ne sont pas aussi des compliqués. Vous pouvez les apprendre très facilement en moins même d'une heure de temps. Vous avez aussi les bases de données, presque toutes les bases de données. Hein. Certains ne sont pas listés ici. Donc, ensuite, vous avez les bases de données NoSQL, Redis, MongoDB, Elasticsearch, Cassandra, etc. Spring JPA Data, JDBC. Voilà. Et vous avez aussi la suite Spring Cloud comme Eureka, Strix, Turbine, AWS, qui est utilisée par exemple avec Heroku. Vous allez voir là-bas de manière indirecte. Amazon Web Services. Donc le backend aussi, vous pouvez le déployer là-bas. Vous avez OAuth 2 pour la sécurisation des endpoints et des API, et de l'API REST en général. Vous avez aussi d'autres technologies comme Spring Batch, Java Mail pour les mails, Camel, GMS, etc. Donc ici, il y en a d'autres. Hein. C'est certains seulement qui sont listés. Et du point de vue social aussi, vous pouvez utiliser Facebook, notamment pour l'authentification. Vous pouvez aussi utiliser les LinkedIn, Twitter, non seulement pour l'authentification, mais aussi en tant que service. Parce que aussi, eux, ils proposent que des services. Hein, que vous pouvez donc intégrer au niveau de votre application. Donc, du point de vue utilisation, généralement, donc, dans la galaxie des développeurs que nous sommes, Spring Boot est donc le framework Java le plus populaire. Donc là, c'était les stats de 2019. Donc, et avec une hausse de son utilisation de 14% par rapport à l'année 2018. Donc, pour dire que c'est très populaire, regardez, bon, quand on demande aux développeurs qui uploadent, qui créent des projets, donc ici c'est avec Jet, voilà, 56% donc utilisent Spring Boot et 43% Spring MVC et 6% seulement regardent les GSF que nous avons vus en licence. Voilà, donc là ce sont les frameworks Java. Hein. Et par rapport maintenant à 2020, vous voyez Spring Boot 61%, 60 combien 61%. Hein. Voilà, donc une progression, même si ce n'est pas très loin. Spring MVC 42%. Voilà, donc Spring Boot est le leader, voilà. Même si, bon, il le fait remarquer. Le pourcentage de ceux qui utilisent Spring MVC reste statique. Mais pour dire que dans la galaxie Java, Spring Boot est vraiment très, très utilisé. Voilà, donc pour cette partie-là.